Hey, salut, ça va? Bienvenue pour un nouvel épisode de Book the Nest. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie intégrale, une théorie du tout de Ken Wilber. La réflexion de la théorie du tout, c'est de trouver une théorie qui va unifier et permettre de discuter de l'ensemble de l'humanité, de la nature et de tout ce qui nous entoure. Alors, qui c'est ce Ken Wilber? Ken Wilber, déjà, c'est un spécialiste du développement de la conscience, quelqu'un qui a étudié finalement comment les individus, en grandissant, en évoluant, en vivant des expériences, allaient se développer à l'intérieur. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une histoire personnelle très particulière, parce que c'est quelqu'un qui s'est marié assez jeune, et 10 jours après le mariage, il a découvert que sa femme avait un cancer. Il a dédié les 5 années suivantes de sa vie à l'accompagner dans sa fin de vie, et les 5 années encore suivantes à écrire sur le sujet comme elle lui avait demandé. Et ensuite, il a dédié toute sa vie à la philosophie intégrale, et vous imaginez qu'une expérience comme ça a pu un petit peu l'influencer. C'est quelqu'un qui s'est retiré du monde pour écrire. Pour son premier livre, pendant près de 3 ans, il a vu que 4 personnes. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez complet, mais en tout cas travaillé par un auteur passionné par son sujet. Alors, le premier élément majeur de la théorie du tout, c'est un petit schéma tout simple que Ken Wilber décrit comme étant les 4 cadrans, et qui va permettre, d'après lui, de décrire n'importe quel élément de n'importe quelle chose dans le monde entier. Quels sont ces 4 cadrans? On voit qu'ils se découpent de manière assez facile, avec d'un côté l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur, et de l'autre côté une opposition entre l'individuel, l'étude des phénomènes individuels ou au niveau unique, et le collectif, ou finalement l'étude des phénomènes connectés les uns aux autres. Dans ces 4 cadrans, il y a plein de moyens de les décrire. On a donc le cadran qu'on va pouvoir décrire comme étant le cadran du jeu. C'est le cadran de l'individu intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui n'est pas forcément étudiable comme le reste. Il y a aussi le cadran du nous, c'est-à-dire finalement le cadran du nous en tant que collectif humain. Et il y a les 2 cadrans plus extérieurs, du ça, qui sont le cadran de l'étude des phénomènes extérieurs, par exemple physiques. Quand on étudie la chute d'une pomme, c'est bien quelque chose où on étudie l'extérieur d'un objet individuel. Et aussi tout ce qui va être de la systémique et des choses qui sont liées les unes aux autres, comme on va étudier par exemple la théorie du chaos. Une manière de comprendre, c'est de se dire aussi que finalement, ce découpage-là, il s'applique à des tonnes de choses différentes, et qu'on peut le reformuler. Donc je vais faire quelques reformulations pour vous donner une piste pour mieux comprendre. Le jeu, c'est aussi le domaine de l'art, parce que c'est le domaine de la parfaite subjectivité intérieure. Tandis que le nous, c'est aussi le domaine de la morale, parce que c'est finalement le cadran des règles qui régissent les groupes. Tandis que le monde du ça, ces 2 mondes du ça, qu'ils soient individuels ou collectifs, c'est le monde de la science, où l'on observe les choses de l'extérieur. Ken Wilber essaye de lier l'art, la morale, la science. Une autre manière de le dire, c'est aussi de se dire que le jeu c'est le beau, que le nous c'est le bien, et que le ça, c'est le vrai. Et qu'on va essayer d'avoir les 3 dans une vie, et qu'on ne peut pas finalement aussi considérer que c'est la même chose. Finalement, chaque phénomène, chaque système, chaque problème peut être étudié selon les 4 angles de ces cadrans, et les 4 angles ont une aussi grosse importance. Il nous met vraiment en garde contre le réductionnisme en expliquant par exemple le débat entre la science et la religion. Et la science, pendant des années, et aujourd'hui encore, cherche à réduire ce cadran et à nous dire qu'il n'existe que les choses du ça, et que toutes les choses de l'intériorité ne sont que des manifestations du ça. Par exemple, une expérience spirituelle va être décrite comme des changements neuronaux. Certains aujourd'hui neuroscientifiques qui vont vous dire que vous n'avez aucun libre arbitre et que tout fonctionne en fonction des agencements de votre cerveau et de vos neurones. Alors ça semble justement un peu réducteur. Et à l'inverse, les religions, pendant des années, et beaucoup moins aujourd'hui, ont voulu réduire le monde entier à la religion, à la croyance. Et ces 4 cadrans, en conclusion, ont vraiment pour objectif de donner une lecture qui soit intégrale de toutes les situations et de tous les problèmes. Car, pour Ken Wilber, tout peut être étudié selon ces 4 cadrans. Le deuxième outil que nous présente Ken Wilber, et qui est majeur dans sa théorie du tout, c'est la spirale de développement, aussi appelée spirale dynamique, que vous devez connaître car elle a inspiré notamment Frédéric Laloux pour les couleurs de ses organisations. Dans la spirale de développement, on n'est pas à un niveau à un instant donné, mais que notre centre de gravité est à un niveau à un instant donné. Le développement se produit par vagues,
vous allez passer un niveau de développement, c'est-à-dire finalement avoir une vague qui va transcender le niveau de développement dans lequel vous êtes et l'inclure. Quand vous êtes par exemple au niveau vert, ça signifie que vous avez inclus et intégré et vous pratiquez encore les niveaux orange, bleu, rouge, violet et beige, c'est-à-dire les niveaux inférieurs. Avant un certain niveau de maturité sur cette chaîne de développement, on ne voit que la vague dans laquelle on est. C'est-à-dire que si je suis justement dans une majorité verte, si j'ai un centre de gravité au niveau de développement caractérisé par le vert, alors je ne vois que le vert et j'ai l'impression qu'il n'y a que le vert qui est bien. Je méprise le orange parce que j'en viens. Je critique aussi le niveau du dessus, le jaune, parce que je suis centré sur ma propre vague. Alors si on rentre un tout petit peu dans cette spirale de développement, parce que tout de même ça nous passionne, alors autant la regarder de près. Le plus bas, c'est le niveau beige, qui est un niveau non décrit par la Lou, qui est encore plus bas, qui est le niveau de survie élémentaire. C'est le niveau dans lequel on est sur la base de la pyramide de Maslow, on parle de besoin de nourriture, d'eau, de chaleur, de sécurité, de sexualité. On se rassemble en groupe de survie. Les nouveau-nés, par exemple, sont vraiment décrits dans ce niveau de développement, et les personnes au stade avancé de la maladie d'Alzheimer aussi. Et aujourd'hui, d'après certaines études, on serait à aujourd'hui environ 0,1% de la population adulte. Le niveau légèrement au-dessus, c'est le niveau violet, qu'on appelle animiste. C'est celui où les esprits et les dieux habitent le monde. On se rassemble en tribus ethniques. Certaines équipes sportives sont dans ce système-là. Il y aurait 10% de la population qui serait encore dans ces niveaux-là, notamment par exemple, ils sont assez nombreux en Afrique noire, dans des tribus encore organisées comme ça. Le niveau d'au-dessus, c'est le niveau rouge. Il l'appelle Dieu puissant, et c'est finalement la première apparition de l'individu distinct de la tribu. On arrive là à la première couleur décrite par la loupe. Les thèmes sont vraiment autour de la puissance, de l'impulsivité, de l'héroïsme. Qu'est-ce que ça a fondé, ça? Des empires féodaux, où la domination était le plus important. Ken Wilber nous cite par exemple les jeunes enfants et la crise des 2 ans, la jeunesse rebelle, les chefs de gang, les mercenaires, les rockstars. Tout ça, c'est des éléments qu'il va qualifier de rouge, et qu'il considère aujourd'hui que 20% de la population est encore à ce niveau-là. Le niveau suivant, c'est le niveau bleu. C'est le niveau ambre de la Lou, c'est la même chose. C'est l'ordre mythique. On passe d'un animisme du violet à des dieux de la force dans le rouge. En bleu, on a l'ordre mythique monothéiste. La vie a un sens, et le sens, c'est cette religion-là. C'est l'ordre. L'ordre de conduite, c'est le bien et le mal. Ça a mené à finalement tout un tas d'organisations, les anciennes nations, c'est-à-dire les grandes nations religieuses, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, assez nombreuses, notamment dans une certaine Amérique puritaine, par exemple, dans les fondamentalismes religieux. Le scoutisme est en partie organisé de cette manière. Et là, on se retrouve, attention, tenez-vous bien, à 40% de la population mondiale. On arrive vers les couleurs qui nous semblent à nous plus proches, peut-être, c'est-à-dire les couleurs orange, la même couleur que la Lou, l'apparition de l'accomplissement scientifique. Un certain élitisme, une certaine valorisation de la rationalité, c'est la Renaissance, l'image du monde comme une machine rationnelle et prévisible. C'est les États-entreprises dans quoi l'on vit aujourd'hui. Il prend le roman La Grève comme l'un des meilleurs exemples, le vieux orange, Wall Street, le colonialisme, et on arrive ici encore enfin à 30% de la population. Enfin, le vert, qui se rapproche peut-être encore plus de nous. Le vert, c'est ce qu'il appelle l'individu sensible. La communauté est devenue quelque chose de très important. Première apparition de la sensibilité écologique, prise en compte des sentiments et de l'intelligence émotionnelle, l'accompagnement des gens au-delà de la rationalité froide. On parle de communauté de valeurs, d'harmonie, de potentiel humain et surtout de relativisme pluraliste, c'est-à-dire le thème technique pour expliquer que dans le vert, toutes les idées se valent et sont culturelles et on accepte finalement tout le monde à force de se centrer sur les uns les autres, à force de vivre la communauté verte, on se retrouve en fait à se centrer sur soi. Et ce qu'il dit, c'est qu'en étant pluraliste, et en ne construisant plus rien de commun entre tous les éléments, on ne construit pas une théorie du tout, mais une théorie d'état. Les exemples qu'il donne, la deep écologie, Greenpeace, le droit des animaux, Foucault ou Derrida, les droits de l'homme, on arrive ici à 10% de la population. Si on dépasse le vert, on arrive au jaune, ce qui est l'opale décrit par la Lou, on arrive à ce qu'il appelle le second palier, qui va être le début de la pensée intégrale. Le jaune, c'est l'intégration, c'est de se dire que la vie n'est pas une organisation horizontale, mais un kaléidoscope de hiérarchie naturelle qu'il qualifie d'holarchie. On se focalise sur la flexibilité, la spontanéité, la fonctionnalité. On va compléter finalement l'égalitarisme du vert par des degrés naturels d'ordre et d'excellence. Certaines choses sont mieux faites que d'autres. On arrive ici à plus que seulement 1% de la population. Au-delà, le turquoise, qui est encore une fois une sorte de forme d'opale, c'est l'holistique, quelque chose d'encore plus spirituel et peut-être de plus difficile à décrire. Et au-delà même du turquoise, on peut imaginer des choses
comme le corail, comme d'autres. La difficulté, c'est qu'on considère qu'il y a tellement peu de représentants de ces catégories dans le monde aujourd'hui qu'il est très difficile de les étudier. Voilà un peu le détail de la spirale, je vous l'ai fait parce que je sais que ça intéresse nombre d'entre vous. Je vous l'ai fait en détail. Ce qui explique aussi bien Ken Wilber, c'est qu'il ne faut pas forcément et nécessairement maîtriser tous ces niveaux pour comprendre la logique intégrale. C'est simplement des outils pour aller plus loin. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que la philosophie intégrale? C'est d'avoir une philosophie tout cadrant, tout niveau de développement. Pour lui, la posture éthique d'une réelle philosophie intégrale, qui se développe à partir du niveau jaune, c'est de se dire que ce qui compte, ce n'est pas le niveau dans lequel on est, c'est la santé de toute la spirale de développement. C'est la santé de bout en bout. Et donc il va d'abord croiser ces deux schémas et proposer ces 4 cadrans avec des niveaux de développement sur chacun de ces cadrans. Il faut réussir à mettre en cohérence ces 4 cadrans, et que quand on est dans des organisations où l'un des cadrans pêche en termes de niveau de développement sur les autres, ça ralentit le développement et la santé de toute la spirale. Et cette question de spirale et de santé de toute la spirale, elle est fondamentale, je pense, pour réfléchir, et ça c'est quelque chose qui, moi, m'a parlé instantanément. Quand vous regardez le schéma que je vous mets maintenant, vous voyez finalement la gaussienne de la courbe de développement dans des pays. Or, ce qu'on constate en Afrique du Sud, c'est qu'il y a un trou dans la gaussienne, un trou qui a été généré par tout un contexte sociopolitique et personnel. Cette dénonciation d'un niveau de l'échelle en particulier, ça bloque le développement global, ça bloque la santé de la spirale. C'est fondamental pour nous qui allons réfléchir à mettre en place des organisations opales et de la décentralisation. C'est aussi vital de faire en sorte que dans nos organisations et en dehors, tous les niveaux de développement soient servis, soient accessibles pour les personnes qui y participent. Dans une théorie intégrale, on comprend tout de suite qu'il peut y avoir des décalages. Et que ces décalages, ils sont très dangereux. Une technologie qui est dans le cadran du ça extérieur, comme la bombe nucléaire, qui nécessite un niveau de développement au moins vert pour être capable d'avoir des équipes pluridisciplinaires et scientifiques qui vont travailler ensemble sur un sujet comme ça, et aujourd'hui c'est mis à disposition de pays comme peut-être par exemple bientôt l'Arabie Saoudite, qui a un niveau de développement personnel, sociétal et culturel beaucoup plus faible. Ces décalages-là, ça crée des risques énormes pour l'équilibre de notre société et la santé de la spirale, encore une fois. En conclusion de tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez lire le livre, c'est quelque chose d'assez technique, mais très intéressant. Et sinon, je serais ravi de vous en parler, et je crois qu'on a même une formation qui arrive sur le sujet dans pas longtemps. Merci à tous, à bientôt.